Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle manifestation du Cercle. Notre conférence du jour est parrainée par Ubicus et a pour thème Excellence de la relation client, 2 points, facteur clé de succès d'une entreprise avec un grand point d'interrogation. Et nous commençons par Ludovic pour quelques mots de présentation de cette belle société Ubicus. En un mot, notre spécialité, nous, c'est l'évaluation de la qualité de la relation client. On le fait soit avec des outils, c'est Ubicus, donc c'est ce qu'on appelle du quality monitoring et ce sont des logiciels en mode SaaS, soit à travers des prix en relation client, et ça s'appelle élu service client de l'année, où on évalue la qualité des services clients des entreprises françaises au moyen de tests clients mystères. Voilà, et ça se fait en France, mais également dans 5 autres pays, quoi. Alors pour le côté élu service client de l'année, c'est France plus 5 pays, et pour Ubicus, c'est un peu plus de pays. Alors, petite introduction sur cette notion de service client qui était chère, et puis ensuite on discute, on dialogue avec nos stars, dont une qui va peut-être remporter un titre merveilleux autour du 15 juin. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Ludovic, tu dis un petit bonhomme. Oui, en introduction, en fait, la relation client, aujourd'hui, finalement, on est tous devenus des experts, et vous, certainement encore plus que nous, parce qu'aujourd'hui, il y a 80% des Français qui disent qu'ils ont contacté un service client durant l'année. On a des GAFA qui ont fait de ce pain point aussi un de leurs credos. Et aujourd'hui, on a tous son avis sur la relation client, on a tous contacté un service en relation client, et quand on croise souvent un directeur de la relation client, on y va tous de son petit mot et de son petit conseil. Voilà, et puis avec la Covid, la relation client, et encore plus à distance, en fait, elle a aussi explosé, parce que souvent, on opposait le à distance avec le physique. Et maintenant, souvent, avant d'aller en magasin, on appelle, on réserve des produits, on se renseigne sur une disponibilité. Et donc tout ça, c'est en train de se rapprocher. Alors, tu vas animer un peu le débat avec nos petits copains. Laurent, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Parce que j'ai l'impression que chez VP, il fait tout, là. Hein. Tu as une fonction monstrueuse. Monsieur Grandjean ne fait pas grand-chose, alors. On ne va pas dire ça. Donc, bonjour à tous. Oui, j'ai plusieurs casquettes au sein de VP. Que j'ai acquis au long de toutes les années, 14 ans de présence au sein du groupe. Donc je m'occupe du service client, qui est le métier pour lequel je suis venu en 2008. Les achats indirects du groupe, tout ce qui est immobilier, sécurité, sûreté au sein du groupe, puis d'autres petits projets. Donc bien sûr, j'ai une super équipe sous moi. J'ai quand même Palanquet de N-1 qui m'aide et qui me soutient et qui m'accompagne tous les jours. Donc non, moi je m'occupe beaucoup de choses qui sont hors business pur. Ouais. Voilà, c'est vraiment du support. Et depuis 14 ans, donc tu le disais. 14 ans, oui. Alors, il est très modeste, mais il est en liste pour être peut-être ces années élu personnalité client de l'année. Alors si vous voulez l'encourager, si vous le trouvez bon aujourd'hui par hasard, n'hésitez pas à aller sur, si je me trompe, Ludovic, cx-award.fr/édition 2022, si vous voulez voter pour Laurent. Voilà, c'est dit. Alors le voisin, Jean, qu'est-ce qu'il fait de beau? Bonjour. Bonjour à tous. Moi, je suis le fondateur et le président d'une société qui s'appelle Commerce, qui est le partenaire de très belles entreprises comme VP ou venteprivée.com et d'autres acteurs de secteurs d'activité extrêmement variés. On est dans la catégorie des outsourceurs, donc on a vocation à être un peu des commerçants par délégation. Nos clients nous soumettent les problématiques relations clients qu'ils rencontrent et nous demandent de les gérer pour leur compte, quels que soient les canaux, quelles que soient les problématiques depuis l'avant-vente jusqu'à l'après-vente, donc des problématiques d'acquisition, des problématiques de développement, de fidélisation ou de traitement des réclamations en front, en back-office et en multicanal. Et si je te dis que la Covid t'a profité, tu m'insultes ou tu me dis que c'est vrai? Non, nous avons donc une grande diversité de clients, certains qui ont rencontré des très grosses difficultés comme la Tour Eiffel par exemple, et puis l'État français a fait appel à Commerce pour gérer les appels qui sont arrivés sur le numéro vert de l'application Tous Anti-Covid. Donc nous avons pris soin de la santé de nos compatriotes et nous étions très heureux et très honorés de le faire. Hugues, ton périmètre au sein de cette magnifique société Webhelp? Alors chez Webhelp, je m'occupe des activités retail, e-commerce et médias. Et donc le métier de Webhelp, c'est le même que celui que vient de décrire Jean. C'est-à-dire que notre métier, c'est l'externalisation de la relation client. Donc des grandes marques nous font confiance pour que nous confier ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire le lien avec leurs clients. Et donc pour ça, on a des centres de, peut-être que vous appelez centres d'appel, mais en fait ce sont des centres de contact maintenant, parce qu'on ne parle pas uniquement d'appel, mais on parle tu as parlé de multicanal. Donc c'est des emails, du back-office, du traitement de médias sociaux, de l'entraînement de bots maintenant. Donc c'est tout un tas de métiers très différents. Et voilà, un peu partout dans le monde. Ludovic, c'est à toi maintenant. Alors, Laurent, tu as rejoint maintenant VP, tu disais, il y a 14 ans, avec
en charge de la relation membre, et non pas de la relation client, avec un parti pris assez fort en relation client côté VP. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le positionnement et le pourquoi ? Positionnement très simple, c'est que dès le lancement de VP, et VP a été lancé donc il y a 20 ans, en 2001, ça a été au début compliqué d'un point de vue business, et le jour où ils ont fait la première vente qui a marché en 2004, qui était une vente de sous-vêtements féminins, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'un service client parce que première grosse vente, premier bug, ils n'avaient pas suffisamment de stock. Et donc dès le début, le parti pris de M. Grandjean a été de lancer un service client fort et de parler à nos membres de manière transparente. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on applique depuis le début, que j'essaie de perdurer. Moi, je suis que la cheville ouvrière de ce que veut M. Grandjean, hein, dans l'approche service client, basée sur la transparence et l'accompagnement. Sur la transparence et l'accompagnement. Et justement, pour faire cette relation client de qualité, chez VP, vous avez choisi aussi de vous faire accompagner par des partenaires. Tu peux peut-être nous raconter un peu Alors, ouais, on a beaucoup d'anecdotes chez VP. Donc moi, je suis arrivé en 2008, le service client, je venais de Bertelsmann, donc c'était Arvato Service à l'époque, et je raconte souvent ça, je gérais 800 conseillers clientèle, je suis arrivé dans une société où il y en avait 25. Donc je me suis dit, ça y est, c'est le Club Med, j'ai gagné au loto, le top, c'est plus facile à gérer. Et en fait, je suis arrivé dans une société qui était en pleine croissance, pleine explosion. Hein. Je suis arrivé, la clôture d'avant, c'était 400 millions, on a fait un peu moins de 4 milliards l'année dernière. Et en fait, tout est parti comme des commerçants qu'avec du bon sens. Et donc, je suis arrivé dans une société où il y avait très peu de KPI sur le service client. Ça, c'est la chose la plus importante qui m'a marqué. D'ailleurs, au bout de 15 jours, je me suis dit, je ne peux pas rester là-dedans, ça n'a aucun sens. Et très vite, donc, j'ai rencontré donc, Jean, qui était un partenaire. Alors, on a un doute sur la date de signature du contrat, mais on va chercher. Moi, je pense qu'ils ont commencé en 2007, lui dit 2005, mais bon, j'étais pas là, donc on verra si là. Et en fait, très vite, je me suis dit, comment je vais être capable de mesurer la satisfaction client sans aucun service qualité, sans aucun cabinet. Et je reçois un jour, une pub, et si vous deveniez du service client de l'année. Bon, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'était 2009. Hein. Je dis, je vais recevoir le gars. Et le gars, c'était Ludovic, qui est venu dans une petite salle chez nous, puis qui nous expliquait, voilà, pour 5 500 €, tu t'inscris, tu as 150 tests, on te bench avec, à l'époque, 70 compagnies. Et globalement, je me suis dit, c'est pas cher, en fait. Et t'es pas sûr de gagner, quand même. Ah non, on n'était pas sûr de gagner, parce que là, on partait de loin. Hein. On avait, quand je dis qu'on n'avait aucun métrique, c'est on n'avait aucun métrique. On avait les équipes de commerce qui étaient à Massy-Palaiseau, qui traitaient. On mesurait le nombre de recommandés qu'on recevait. Ça, c'était à peu près. On savait le nombre d'appels qu'on avait. On savait le nombre d'emails qu'on avait. Mais intrinsèquement, et ce qui est la partie suite de Ubicus, on n'avait pas de mesure intrinsèque de la qualité. Donc, c'était la première fois qu'on faisait une mesure extérieure à VP. Parce qu'on s'auto-congratulait qu'on n'était pas mauvais. Bon, c'est assez facile à faire. Mais de savoir ce qu'on faisait, on s'inscrit. Donc, je vais dans le bureau, parce qu'à l'époque, c'était petit encore. Hein. Et à chaque fois qu'on devait avoir besoin d'argent, il fallait aller voir le patron. Donc je vais voir Jacques-Antoine, je lui dis, voilà, est-ce que vous pouvez me prêter, me donner 5 500 €. Il me dit, pourquoi faire ? Je lui dis, pour m'inscrire à ce truc-là. Il me dit, je vous les donne, mais vous gagnez. Je lui dis, là, c'est pas gagné. Et donc, on s'est mis en ordre de bataille très vite pour répondre à un critère, parce qu'aujourd'hui, la mesure et les services clients de l'année, en fait, permet de mesurer le minimum pour avoir un service client qui soit de qualité, où vous n'avez pas l'impression d'avoir... quelque chose qui est sagouiné quand vous appelez. Donc ça, c'était quand même, c'est ce que je m'étais assuré sur la méthodologie, que je critique encore depuis 12 ans maintenant. Tous les ans, je dis que sa méthodologie, il faut la faire évoluer, elle est has-been, mais bon, je me réinscris chaque année. Et donc ça a été le point d'entrée du service qualité qu'on a au service client, qui aujourd'hui est dirigé par une personne, Simone, et il y a 6 formateurs qui s'occupe de monitorer tout ça. Donc, pour aller, désolé, j'ai la parole, il ne fallait pas me le laisser. Et donc, une fois qu'on a fait ce concours-là, on s'est dit, OK, on a une mesure moyenne qui a été faite par un cabinet extérieur, mais comment fait-on pour mesurer que Pierre, qui répond aux appels chez nous à Saint-Denis, traite comme Paul, qui est basé à Orsay, ou Stéphanie, qui est basée à Lille ?
Et donc, on a commencé à prendre des formateurs qui faisaient du suivi sur Excel. Donc, on faisait des notes sur Excel. Voilà. Donc ça a été vraiment le balbutiement. On était les rois d'Excel. Encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'est pratique, c'est flexible. Et donc, très vite, une fois qu'on a fait le concours, qu'on avait les formateurs, on s'est dit, bon, bah ok, on était quand même présent déjà dans 5-6 pays. Et j'avais 2 personnes qui consolidaient en permanence toutes les stats de tout le monde. Et donc, est arrivée l'étape d'après, c'est de se dire, on va acheter un outil de quality monitoring. Alors, c'était très basique en 2011. Il y avait un seul outil sur le marché qui était cher, pas flexible, ergonomie pas terrible. Donc, à la méthode VP, je me suis dit, bon, bah, il y a 2 options. Soit on achète ce truc, on achète ce truc-là, mais on n'est pas très content. Soit on le développe nous-mêmes. Très, très simple. Et Ludovic m'avait contacté un jour en me disant, ah, nous on réfléchit à se développer sur un truc, une solution informatique. Bon. Et un jour, je lui dis, écoute, je t'invite à déjeuner dans un grand restaurant. Clément porte-maillot. Grande classe. Choucroute de la mer. Devant une choucroute de la mer. Et son fameux poulet. N'oubliez pas le poulet. C'était choucroute de la mer. Nous, pardon, c'était d'accord. choucroute de la mer de malade. Oui. Et je dis à Ludovic, écoute Ludo, j'ai un truc à te proposer. C'est un peu bizarre, mais je vais t'expliquer ce que j'ai comme idée. Je veux développer un outil de quality monitoring. Si je le développe nous-mêmes, globalement, on va être capable de le faire. Hein. C'est pas insurmontable. Mais on va passer beaucoup de temps, beaucoup d'argent à développer quelque chose qu'on n'utilisera que nous-mêmes. Pas hyper intéressant. Toi, tu veux développer quelque chose, eh bien, je te propose de donner toute notre matière grise et notre savoir-faire qu'on a sur la mesure. Trouve des informaticiens. Bon, il ne faut pas me filer l'informatique, hein, parce que chez VP, vous avez vu, il n'y a pas d'informatique chez moi. Hein. Sinon, tout est planté. Et je dis à Ludo, bah voilà, je te donne mon savoir-faire. Mes équipes vont t'aider à développer un outil qui va être un socle pour nous très important et qui va arriver sur la deuxième partie de la sous-traitance, qui est de se dire, on va être capable de mesurer, d'avoir un instant T en permanence, qui traite quoi, où, quand, comment. Bon, ce n'est pas Big Brother is watching you, mais pas loin quand même, parce que le parti pris de la transparence qu'on a chez VP repose sur l'autonomie du conseiller clientèle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir un service client qui fonctionne? C'est très basique, on a cassé le code du service client. Le service client aujourd'hui en France, ce n'est pas un métier, c'est un job. Ça reste encore un métier qui n'est pas reconnu. Et donc, ce qu'on a fait, nous, dès le départ en interne, c'est de dire, bah, les gens, ils n'auront pas de planning comme dans tous les services clients. Ils vont faire 9h, 13h, 14h, 18h comme tous les salariés de la boîte. Et ils sont autonomes dans le traitement du client. S'ils veulent rembourser un client, bah, ils vont le rembourser. S'ils veulent lui faire un bon d'achat, ils lui font un bon d'achat. Mais donc, quelque part, cette autonomie a nécessité un développement de système de contrôle. Et c'est d'où l'importance qu'on a développé le quality monitoring. Et Ludo m'a dit, à ce fameux déjeuner choucroute de la mer, ça a fermé d'ailleurs ce restaurant-là. Ça a fermé. Voilà. Il m'a dit, ok, on y va. Bon. Après, ça a été un peu plus compliqué. Bon, le deal que j'avais, c'était de dire, ok, je te fais ça, mais par contre, j'ai un tarif spécial. Parce que je ne suis pas non plus que bête, même si. Non, mais enfin, c'est quand même assez incroyable. Alors là, pour le coup, on va parler d'aventure entrepreneuriale 2 minutes au milieu de cette relation client, mais on a pas mal d'entrepreneurs aussi ici. C'est que, en fait, un client qui vous met le pied à l'étrier, même si, objectivement, on avait peur et on se disait, si on se plante, on dépose le bilan. Parce que quand on est une PME, qu'on travaille avec une grosse PME comme VP à l'époque, qui était à 400 millions, on n'est pas forcément hyper serein non plus. Et on se lance dans quelque chose de nouveau. Mais quand on est entouré, parce que chez vous, il y a quand même un truc, c'est la passion, et vous avez des formateurs qui sont heureux de faire ce job, qui ont envie de faire progresser, qui ont une très grosse connaissance du job. Et donc, en fait, ça a bien matché aussi avec les équipes. Et ce qu'ils disent pas, mais peut-être vous pourriez en dire un petit mot, au moins tous les deux, c'est le temps long. Mais même toi, Hugues, ça fait, de ce qu'on a discuté tout à l'heure, 14 ans que tu es chez VP. 18 ans pour Commerce. Hugues, ça fait 14 ans qu'il est chez Webhelp. On travaille ensemble sur différents sujets depuis 2009. C'est important, du coup, ce temps long, quand on parle d'efficacité, etc. Voilà. Vous allez parler un peu, mais la mode à un moment dans les services clients, c'était on change tout le temps de service client, enfin de prestataire pour gagner des sous. Donc effectivement, à l'instant T, vous allez gagner 3, 4 centimes, 10 centimes, 15 centimes par contact, parce qu'il y a toujours la prime au sortant et la prime à l'entrant qui fait pour se battre. Mais en fait, aujourd'hui, si je prends chez Commerce,
Arnaud, qui gère aujourd'hui notre prestation, est là depuis, en tout cas, je le connais depuis 2008. Voilà. Et quelqu'un qui est chez Commerce depuis 2008, qui traite du VP depuis 2008, bah, il est presque autant VP que moi. Il est presque plus VP que Commerce. Désolé, Jean. Et en fait, c'est là-dessus. Donc notre prestat initial a été signé en 2004, on ne l'a jamais changé. Il est basé à Lille, groupe Bernard, devenu Paragon. Majorel, qui est notre deuxième prestataire le plus ancien, a démarré en 2010. Et à un moment, les achats, quand c'était plus moi, parce que j'ai fait les achats, après j'ai arrêté les achats, enfin j'ai fait à peu près tous les jobs chez VP, le directeur des achats me dit, mais attends, ça fait depuis 2010, tu n'as pas fait d'appel d'offres, c'est tous les 3 ans d'appel d'offres. Je lui dis, mais un appel d'offres, pourquoi faire? Il me dit, bah parce qu'il faut faire tous les 3 ans d'appel d'offres. Je lui dis, mais ça marche pas l'histoire. Ton histoire, elle serait simple. C'est, je fais un appel d'offres, j'ai une raison. Donc là, on a fait un appel d'offres, on a fait rentrer Webhelp. Pourquoi on a fait un appel d'offres? En fait, le Covid, j'ai repris le service client, c'était mon cadeau d'anniversaire le 12 mars 2020. Jacques-Antoine me dit, bon, vous reprenez le service client. Bon, ok. Bon, le 16, on fermait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en 2 ans où j'avais arrêté le service client, ils avaient envoyé toute la prestation, enfin, quasiment 100% de la France, à Dakar. Super. Ils avaient trouvé une chose, c'est qu'aller à Dakar, c'est moins cher que le traiter en France. Bon, ce qui est vrai. Mais on se dit, bon, en France, on est en train de tout fermer, et on est un pays, en théorie, où plutôt la protection est assez forte. Je me dis, bon, à Dakar, le télétravail à Dakar, j'ai commencé à me dire, et en fait, bon, je me suis gouré, ils ont été au top, mais par contre, Dakar tombait, il n'y avait plus de service client. Et quand le Covid arrive et qu'on commence à avoir des ventes qu'on ne peut plus livrer, où il y a vraiment un vrai besoin technique, en fait, Dakar a été un super centre d'appel fantastique, vraiment incroyable. Après, je pourrais dire pourquoi on est allé à Dakar et on a quitté un moment le territoire européen, s'il y a des questions. Et donc, en fait, à un moment, il faut se dérisquer. Donc, l'appel d'offres qu'on a fait cette année, c'est pour se dérisquer. C'est pas pour gagner de l'argent, c'est pas pour rebattre les cartes. Alors ça, c'est le truc, rebattre les cartes, c'est le truc qui sert totalement à rien. Et en fait, toute la construction du client, le service client sous-traité ne fonctionne que sur la durée, parce que c'est la répétition, la connaissance et l'adhésion au produit. Voilà. L'engagement dont tu parles des collaborateurs au quotidien, c'est quelque chose qui nous parle. Pour vous donner un exemple, quand le Covid est arrivé, un peu comme tout le monde, début 2020, on s'est regardé, on était très inquiets, on ne savait pas du tout ce qui allait arriver. Et moi, ça faisait 10 ans que j'entendais chez Webhelp que, alors à l'époque, on appelait ça le home shoring, ça ne fonctionnerait pas. Et on avait, en 2010, je me souviens, on a 10 conseillers pour un fournisseur d'énergie à Vitry en Ille-et-Vilaine. Le client ne voulait pas trop savoir que ça existait. Nous, on lui disait, mais les performances sont aussi bonnes. Et il dit, ouais, mais ça ne marchera pas, j'en veux pas plus que ça. Et notre DSI nous disait, non, mais de toute façon, c'est impossible, il y a trop de contraintes de sécurité, etc. En 2020, quand le Covid est arrivé, en 3 semaines, dans le groupe, on a mis 30 000 personnes en télétravail. Alors que penser que ça fait 10 ans qu'on disait que c'était impossible. Et ça, en fait, oui, c'est la technologie, mais c'est surtout de l'engagement humain au quotidien. Et nous, en fait, dans nos métiers, on gère des ressources en grand nombre sur un métier qui est quand même un métier, nous, qu'on trouve très noble, parce que, voilà, on est tous clients d'un service client, que ce soit dans l'énergie, on n'a pas reçu sa facture, dans les services clients, on n'a pas reçu sa capsule de café, ou dans la banque, on a été prélevé de quelque chose qui ne va pas. Donc c'est un métier qui est difficile au quotidien, parce qu'on a en permanence des clients qui sont insatisfaits, puis qui ont des bonnes raisons pour ça, en fait. Et c'est un métier qui est aussi répétitif pour nos conseillers clients, parce que voilà, une demande et une insatisfaction, ou même une satisfaction, par rapport à une autre, en fait, ça se ressemble beaucoup. Et donc, il y a ce métier où on arrive et puis on fait un peu la même chose toute la journée. Et donc, pour faire en sorte de satisfaire des grandes marques, il faut que les collaborateurs, au quotidien, ils aient envie de travailler. Et en fait, ce qu'on a vécu pendant le Covid, c'est notre credo depuis longtemps, c'est faire en sorte que les collaborateurs, quand ils viennent dans le centre de contact le matin, et toutes les idées un peu négatives qu'on peut avoir autour des centres de contact, ils se disent, je suis content de voir mon superviseur, cette entreprise a des belles valeurs. Au-delà de ce qu'elle fait au quotidien, elle aide aussi le tissu social et sociétal autour d'elle. Et tout ça, ça crée du sens. Et c'est encore plus important aujourd'hui. On voit que les nouvelles générations, finalement, déjà celles qu'on recrute aujourd'hui et celles qu'on va recruter dans les 10 prochaines années, finalement, c'est quasiment le premier truc qu'elles vont regarder avant d'entrer dans une entreprise. C'est que fait cette entreprise, quelles sont ses valeurs et qu'est-ce qu'elle porte finalement de plus large que le métier au quotidien. Donc on travaille beaucoup sur ces sujets-là, pour faire en sorte d'essayer, même si ce n'est pas toujours facile, de satisfaire nos clients, parce que au final, moi je peux faire tout ce que je veux, mais au quotidien, c'est nos conseillers qui vont faire la différence. Alors, Laurent, tu disais que pour pouvoir faire tout ça, il faut pouvoir mesurer
et que la mesure t'a permis, de ce que je comprends, de passer de la France à un bout en offshore. Tu peux nous raconter un peu le processus, le mode de réflexion autour de tout ça? Sous-traitance ou... De se dire... Il y a pas longtemps, il y a un magazine qui disait, par exemple, VP avait dit jamais on irait en dehors de France, ou ce genre de choses. Bon, ça, ouais, c'est bon. Pourquoi l'offshore? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est très simple, on est très basique, on est à la base des commerçants. Donc on n'est pas hyper... on est assez terre à terre. Et il y a un petit Américain qui a commencé à développer le service client où il répondait la nuit. Il répondait le dimanche. Et les gens disaient à 2h du matin, j'ai écrit, à 2h03, à 2h05, il m'a répondu, c'est juste un truc de malade. Bon, moi ça va jamais, on n'opère pas à cœur ouvert. Un colis perdu, ça va pas attendre le matin et je pense que les gens la nuit ont besoin de dormir. Bon, c'est mon cadeau. Mais on avait un sujet quand même du dimanche. Donc j'ai commencé à regarder comment ouvrir le dimanche. Alors là en France, pas possible. J'ai commencé à aller voir en Espagne, pas possible. Et j'ai fait tous les pays d'Europe. Et en fait, au final, en Europe, c'est pas possible. Donc on s'est dit, bon, bah, quitte à ouvrir, on va être obligé de partir en offshore. Quitte à partir en offshore, autant partir sur un territoire qui est quasi vierge. À l'époque, en 2015, quand j'ai commencé à regarder Dakar, il y avait un seul gros centre d'appel sur Dakar. C'était un terrain assez vierge. Majorel venait de s'installer, juste à côté d'une faculté qui sortait un nombre d'étudiants par an, mais colossal. Et j'ai dit, bon, bah, je vais aller voir parce que ça va y faire là-bas. Donc, je suis allé dans un pays où, premier truc, je lui ai dit, ok, moi je veux des gens avec un CDI, couverture sociale, on ne peut pas avoir du mobilier haut de gamme, tout doit être comme pour un Européen, sinon c'est pas possible. Donc ça, une fois qu'on a fait ça, donc c'est pour ça qu'on est parti en offshore. Et je vais raconter l'histoire. En 2015, quand on l'a regardé, je me suis dit, bon, bah, j'ai regardé Madagascar. Parce qu'effectivement, une fois que je suis à Dakar, je peux pousser à Madagascar, c'est un petit peu moins cher. Et je peux ouvrir le dimanche. Et à l'époque, Madagascar était un marché qui n'était pas mûr et mature pour avoir quelque chose de qualité d'un point de vue service client. En 2022, on a décidé de partir avec Webhelp à Madagascar. Donc tout sera contrôlé, c'est ce que je disais, par le quality monitoring. On a les équipes, il y a les équipes de Madagascar qui sont actuellement chez nous pour faire une immersion, pour connaître le produit VP, pour connaître les conditions dans lesquelles on est. Voilà. Et puis voilà, donc voilà. Le travail de la nuit, donc Dakar en fait. Moi, j'étais pas favorable, mais eux préfèrent travailler la nuit parce que c'est plus calme la nuit, il fait moins chaud, il y a moins de trafic. Donc, ceux qui veulent travailler la nuit peuvent travailler la nuit, mais s'ils veulent pas, ils travaillent pas la nuit. Et dans l'excellence, il y a aussi bien s'occuper de ses collaborateurs ou s'intéresser à eux. Quand on voyait élu service client de l'année, on voit, et c'est pas courant, Jacques-Antoine Grandjean qui vient, dans certains cas, à la remise des prix, ou au moins qui vient féliciter ses équipes. Quand il se déplace à l'étranger, souvent il passe par les centres de relations clients. En fait, je ne sais pas si les gens ont déjà visité les locaux de VP, mais Jacques-Antoine est collectionneur d'art et sur Saint-Denis, c'est un musée complet d'œuvres d'art modernes. C'est juste incroyable et il attache beaucoup d'importance sur ces locaux. J'en sais quelque chose au quotidien. Dans le moindre détail, il est là-dedans. Et pour la petite histoire, lorsqu'on ouvre Dakar, en discutant comme ça, j'apprends qu'il est sur Dakar. Je me dis, c'est pas possible, il est sur Dakar. Je lui envoie un SMS, je dis, vous êtes où? Il me dit, je suis à tel endroit. Je dis, c'est très bien. Le centre d'appel, il est entre là où vous êtes, l'aéroport. Vous arrêtez 5 minutes, vous allez voir les gens, vous allez voir ce qui se passe. Et il me dit, suivant mon emploi du temps, je regarde. J'appelle le centre d'appel à Dakar, je leur dis, j'ai une question à vous poser. On est d'accord que les chaises que vous avez pour les collaborateurs, c'est bien celles que j'ai vues. Ils n'ont pas des tabourets, des trucs... Ils me disent, oui, mais pourquoi cette question? Je dis, je vous pose la question, je veux être certain que les chaises que les collaborateurs ont, c'est ça. Il est arrivé, première chose qu'il a fait, il a testé une chaise, il a dit, c'est des bonnes chaises. Il a été accueilli comme une star là-bas, et voilà, on fait attention à tout. Alors on va laisser un peu la parole à Jean, parce que Jean, il aura dépensé de l'essence pour rien. Pareil, on attache beaucoup d'importance aux collaborateurs des sociétés. Donc on a organisé plusieurs soirées avec
les commerce parce que pour nous, en fait, ce n'est qu'une extension de la marque. C'est le plus important. On n'est pas tous les jours d'accord avec Jean ou avec Ludovic, mais par contre, l'objectif commun de faire en sorte qu'un client VP soit toujours traité comme il doit être traité, même si ce n'est pas toujours le cas, faire en sorte que tout ce qu'on met en place serve cette cause-là. Voilà. Et je crois aussi que tu es un peu méticuleux. En tout cas, chez VP, quand ils parlent de contrôle, ils sont capables de tout retracer. Tout à l'heure, tu parlais des courriers. Il y a une année sur Élu Service Client de l'année, au début, en 2007, on testait encore le courrier. Et un jour, on donne des résultats à VP, on dit vous avez perdu un courrier. Dans la majorité des boîtes, on vous dit ouais, ça peut arriver, c'est le taux d'erreur. Ok, c'est triste, mais bon. Et ils nous disent c'est pas possible. Alors, on était un peu en stress, donc nous, du coup, on vérifie aussi de notre côté un petit peu, parce qu'il faut savoir que Laurent peut quand même être insistant quand il a une idée derrière la tête. Finalement, ce courrier, il a été retrouvé. Il avait glissé derrière une armoire, etc. Mais ils ont remué ciel et terre. Et à chaque fois, il y a cette maîtrise, cette envie d'aller plus loin, de comprendre. Et il y avait un chèque de combien dans le courrier là? 0, malheureusement. Ouais. Mais en fait, voilà, tous les petits détails, c'est-à-dire que quand ça arrive à un des salariés, quand il y a un problème qui arrive, il ne peut pas payer ou il a un problème de livraison, on sait qu'il y en a plein d'autres derrière. Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne laisse rien passer. Bon, je suis devenu un psychopathe. On en rigolait tout à l'heure dans la voiture avec Chloé. On se dit, est-ce qu'on va vraiment finir cinglé? Peut-être. On l'est peut-être déjà un peu. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est une belle aventure? Alors là, on parle quand même beaucoup de relations clients, mais pour plein de marques, parce que là, c'était relations clients, mais c'était aussi clé de succès d'une entreprise. Souvent, la clé de succès d'une entreprise, c'est conquérir des nouveaux clients. C'est de la pub, avoir des nouveaux membres. C'est pas forcément la relation client. Pourquoi ce mix aussi important, relation client? Bah, alors, VP est Google Free. Donc en fait, on s'auto-alimente nous-mêmes de nos clients via les événements. En fait, la vente événementielle crée naturellement le trafic depuis le début et on se bat là-dessus. Et je me rappelle, quand je suis arrivé au tout début, dans l'entretien d'embauche à l'époque, Jacques-Antoine me disait, mais si jamais j'ai besoin de vous un soir, à 21h un vendredi, est-ce que vous revenez au bureau? Je lui dis, bah oui, c'est un peu la base du métier. Parce que vous savez, il y a une chose qui est très importante. Acquérir un nouveau client, ça coûte plus cher, c'est plus long que garder un client et transformer un insatisfait en satisfait. Et depuis le début, on ne fait que répéter ça aux salariés. Et ce que je dis aux conseillers clientèle quand je les vois, malheureusement je les vois de moins en moins, je sais que Chloé ne me regarde pas comme ça, mais j'essaie quand même de les voir, c'est tous les nouveaux, je leur dis, mettez-vous à la place du client, vous avez son problème, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme traitement? Et traiter. On n'a pas de limite. J'ai des anecdotes de service client. On a vendu des piscines. Je vous donne une anecdote. On a vendu des piscines. La boîte a déposé le bilan avant de livrer les piscines. On avait 18 trous dans les jardins sans piscine. Bon, je n'étais pas hyper fier à cette époque-là. Des fleurs, il faut mettre des grandes fleurs. Donc, je vais voir Jacques-Antoine. Je dis, bon, on a un petit problème technique. Qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, qu'est-ce que vous voulez? C'est à vous de trouver la solution. Donc, je me suis dit, bon, la boîte a déposé le bilan. Le stock va être vendu aux enchères. Eh ben, je vais racheter le stock. Puis, le week-end, je me dis quand même, je ne suis pas pisciniste, ça va être compliqué notre histoire. Et je cherche partout, et j'apprends qu'il y a une boîte qui a racheté le brevet de ces piscines-là, parce que c'est des piscines en bois, clipsables, très astucieuses. Et c'est la personne qui avait monté la sommelière. Donc je trouve son numéro de téléphone, parce qu'on faisait poireau, ça a duré quand même 6 mois l'histoire, aux gens en disant qu'on avait trouvé des solutions. J'ai son numéro de téléphone, je l'appelle, je crois, un 22 décembre. Et je lui dis, voilà, Laurent Tupin, VP, je sais que vous avez racheté les brevets cristalline, machin, qu'est-ce que ça peut me faire? Ah, je lui dis, bah voilà, on a des petits problèmes techniques, on aimerait votre aide. Et le gars me dit, vous savez quoi? Là, je pars au Sénégal pendant 2 semaines, rappelez-moi le 10 janvier. Je dis à toutes mes équipes, bon, les 18 clients, vous les appelez, on a une piste. C'était un peu rock'n'roll. Et je rappelle le gars le 10 janvier, il me dit, bon, je suis demain 14h, je suis chez vous. Donc je dis, ok, bah venez. Donc je vais voir Jacques-Antoine, je dis, voilà, j'ai une piste, j'ai un mec machin, il me dit, j'ai le droit, vous avez carte blanche. Donc je vais venir à la service juridique. Ça, c'est une histoire de fou. Le gars arrive, et il vient avec l'ancien patron de la boîte qui a déposé le bilan. Je me dis, mais il se fout de ma gueule, celui-là.
Il rentre dans la salle et il voit, donc il y avait le service juridique, commercial, la totale. Et là, il me dit, non mais attendez, c'est un tribunal, je me barre. Non, je dis, non, venez, on va discuter. Et je lui dis, voilà, je vous propose quelque chose. Vous me réparez mes piscines, vous me faites mes piscines, je vous les paye. Et la prochaine vente que vous voulez faire, on la fait ensemble, on va lancer votre marque sur VP. Et le gars, il me dit, t'es sûr? Je dis, je suis sûr. Il me dit, t'es sûr, hein? Ouais. Il me dit, ok, je vais aller voir tous tes clients. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce taré? Le mec, donc, il habitait au Mans, c'est une histoire fou. Hein. Il arrive au Mans, donc 2 heures après, il me dit, j'ai appelé tous les clients, je vais les voir tous la semaine prochaine. La semaine d'après, ils les avaient tous vus, et on a monté les 18 piscines. Voilà, on n'a pas de limite. J'ai fait livrer un jacuzzi par hélicoptère. Voilà, alors ça fait des anecdotes fortes, on ne peut pas le faire à tout le monde, mais il n'y a pas de limite pour essayer de traiter. Donc, bien sûr, on fait des conneries, ça c'est évident. Et on n'est pas parfait. Mais on essaye de réparer toutes nos erreurs autant qu'on peut. Jean, quand on a un client qui n'a pas de limite, et qu'on a ce client du coup depuis 15, 16, 17, enfin on ne sait pas encore bien pour le contrat, mais 17. Comment est-ce qu'on fait? Je crois que si on revient au thème de cette soirée, l'excellence de la relation client, clé du succès des entreprises, on sait qu'il y a des moments de contact qui sont essentiels dans la relation entre un client et la marque, et on a juste envie de leur offrir ce dont on rêve tous. C'est-à-dire que la marque soit disponible rapidement, qu'elle sache accueillir avec le sourire et avec courtoisie, et qu'elle sache comprendre la question et y répondre idéalement la première fois. On apprécie aussi d'avoir un contact humain. Alors nous sommes ni plus ni moins des commerçants. Tu disais tout à l'heure que tu étais la cheville ouvrière. Nous, on est la cheville ouvrière de la cheville ouvrière. On essaie de comprendre ce que sont les attentes des clients et d'y répondre avec le meilleur niveau de qualité de service. Tout simplement parce que nous sommes des commerçants, mais nous ne sommes pas tout seuls. On a tous beaucoup de concurrents. Et c'est effectivement en étant capable d'être un petit peu meilleur, au minimum, que nos concurrents, que le client va nous faire l'honneur de choisir notre marque. Et quand il va tester la marque parce qu'il va rencontrer des difficultés dans la consommation de son produit et que, encore une fois, on sera excellent, et quand on dit excellent, c'est peut-être pas notre vision théorique de l'excellence, c'est ce qui correspond à ce que lui a défini comme étant l'excellence par rapport à ses propres attentes. Donc c'est un métier compliqué, on a rappelé quelque chose d'essentiel dans notre métier, c'est que ce qui fait la réussite, je pense, de tout ce qu'on entreprend, c'est l'humain. Notre métier, c'est par et pour l'humain. Et je pense que Laurent, je vais en dire un mot, est assez exemplaire parmi nos clients, parce que quand il y a un coup dur, il est avec nous, sur le terrain, avec les équipes, et très souvent, il nous est arrivé, en ayant quelques surprises sur les flux, qui étaient parfois légèrement supérieurs aux prévisions qu'on avait pu faire. Voilà, il fallait tous se retrouver les manches et se rendre disponible un dimanche matin. Et Laurent fait partie de ces clients qui, avec moi, se retrouvaient le dimanche matin avec les équipes et les croissants pour que tout ça soit plus agréable. Je cite cette anecdote, il y en aurait plein d'autres à vous citer, juste pour dire que l'humain est la clé de la réussite, et on est dans des métiers dont, vous le savez très bien, ils n'ont pas toujours une très très belle image, il n'y a pas toujours énormément de leviers de reconnaissance pour des gens qui font un travail, tu l'as dit à juste titre, assez répétitif. Et si on veut le réussir, il faut qu'on soit très humble et qu'on sache se poser vis-à-vis de nous-mêmes beaucoup d'exigences pour rendre leur travail intéressant, qu'ils aient effectivement envie de venir le matin, envie de finalement aimer la marque qu'ils servent au quotidien, du lundi au vendredi, pour certains jusqu'au dimanche même, parce qu'on a même des activités en H24, qui a un fort niveau d'engagement. Donc nous, il faut qu'on fasse beaucoup de choses pour que ces gens-là arrivent avec le sourire et envie de donner le meilleur d'eux-mêmes sur chacune des interactions. Et en une journée, on leur demande d'en gérer beaucoup, par email, par téléphone, etc. Déjà sur la théorie, c'est-à-dire qu'une fois par an, on interroge les Français sur leurs attentes et l'évolution de leur comportement sur ce sujet-là. Ce qu'on voit, c'est que le téléphone, ça reste la star, en tout cas c'est la majorité des flux, et malgré tout ce qu'on peut dire, le Français et les Européens en règle générale, ils cherchent du contact humain, le téléphone, ça reste le premier canal, c'est de l'instantané. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'email, c'est quand même pas mal rapproché, mais avec des standards qui sont en croissance incroyable. Si on regarde il y a 2-3 ans, on répondait à un email en 48 heures. C'était normal. Aujourd'hui, si vous n'y répondez pas dans la demi-journée, c'est un problème.
Donc ça demande des organisations qui sont obligées de s'adapter parce que sinon, en fait, vous avez une répétition. La troisième chose, c'est que quand on se dit ça, on oublie aussi certaines générations qui vivent avec un téléphone 24 heures sur 24, mais ils ne s'en servent pas pour la voix. Tous les jeunes, ils ont un téléphone, mais quand vous leur dites passer un coup de fil, bah, eux, ils envoient un SMS, ils vont sur WhatsApp, ils utilisent plein d'autres canaux. Ça, c'est un téléphone, mais c'est que de la data et c'est que de l'écrit. Donc, on est obligé. Enfin, les usages évoluent. Internet et en particulier les réseaux sociaux, c'est une caisse de résonance, mais c'est relativement faible. En tout cas, si on parle uniquement de relations clients, c'est une caisse de résonance. J'ai pas obtenu ce que je voulais à un endroit, je le fais savoir pour qu'on s'occupe de moi. Certains sont des early adopters, ne font que par du Twitter, etc., mais ça reste très faible. Chez VP, je ne voudrais pas répondre pour toi, mais je crois que vous avez décidé de rester sur des canaux relativement classiques. Voilà, ça fait partie de mon expérience précédente. Et on est resté là-dessus, c'est qu'on a 3 canaux principaux qui aujourd'hui sont plutôt 2. Donc quand je suis arrivé en 2008, il y avait 85% d'emails, 13,5% de téléphone et un tout petit peu de courrier qui amenait à 100. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de courrier papier. C'est quelque chose qui a complètement disparu. Si on a 5 courriers par mois, un courrier par semaine, je pense que ça va être le bout du monde, donc Chloé à peu près aujourd'hui. Non ? Ce sont des vieux clients, des très vieux clients. Des vieux clients. Au niveau de l'appel, aujourd'hui, on est à 50-50. Donc 50% mail, 50% call. Donc ça représente en 2020 8 millions de contacts. 4 millions d'appels, 4 millions de mails, d'emails. Et on a créé un système qui nous permet de collecter ce qui se passe sur les réseaux. Parce qu'à un moment, effectivement, on ne peut pas faire en sorte, on ne peut pas ignorer Facebook, Twitter et tout ce qui tourne autour de ça. Mais effectivement, ce n'est pas des canaux qu'on a décidé de pousser en avant, c'est on gère ce qui rentre sans les mettre en avant. Donc effectivement, ce qui a vraiment changé, c'est la vitesse de réponse aux emails. Ça, c'est alors, on livre très lentement, mieux qu'avant, mais c'est pas encore ça. Mais effectivement, on répondait aux emails. Avant, quand on répondait en 2 jours, on était super content et c'était bien. Maintenant, notre moyenne, c'est 0,5 jours. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose qui transforme le dimensionnement. A quand même un phénomène, c'est qu'il faut mettre beaucoup plus de monde pour traiter les emails qu'avant. Ça, c'est un basique, donc ça coûte de plus en plus cher de suivre. Voilà, et ça fait partie des usages. La société où j'étais avant, on avait fait des tests de canaux. Alors ça remonte, hein, je vais raconter une histoire, mais c'est vrai parce qu'on se pose souvent la question avec Chloé et toutes les marques qu'on rencontre dans le service client, on leur pose la question. Quand vous avez ouvert le WhatsApp, est-ce que vous avez vu une baisse du flux ailleurs ? Non. Vous ouvrez WhatsApp, c'est du flux en plus. Donc c'est de l'addition de coûts en fait. Il faut répondre plus vite, donc il faut mettre plus de... Il faut savoir que l'humain parle plus vite qu'il n'écrit. Enfin, surtout moi. Donc un WhatsApp coûte plus cher à traiter qu'un call. Sur le même temps. C'est mécanique. Et tous ceux qui viennent à dire on peut faire 3 WhatsApp en même temps ou 2 réseaux sociaux en même temps avec les systèmes d'aide, ça ne marche pas. Toutes les aides, en fait, à un moment, c'est une conversation. Si vous voulez une conversation de qualité, c'est une émission et une réception. Donc, en fait, aujourd'hui, nous, on est resté sur nos basiques. Peut-être qu'un jour, on évoluera vers autre chose, mais pour l'instant, ça tient. Et on n'a personne qui arrive à nous démontrer qu'on a tort. Donc, on considère qu'on a raison. Jean et Hugues, vous qui avez quand même un panorama encore plus large avec le nombre de marques que vous servez, qu'est-ce que vous constatez de ce côté-là ? Alors, ce qu'on voit, c'est une croissance effectivement des canaux autres que la voix. Une fois qu'on a dit ça, quand on discute avec des amis et qu'on dit qu'on est dans le secteur de la relation externalisée avec beaucoup d'humains, ils nous disent non mais votre métier c'est mort, comment vous allez valoriser cette société au prochain LBO, franchement, et toute l'automatisation, les robots changent de voie et changent de boulot. Et en fait, à ça, on répond que oui, effectivement, l'automatisation va nous aider. Et en fait, on voit l'automatisation comme un plus finalement qui va supporter, aider le conseiller client. Mais plus que jamais, en fait, au moment où, on le disait tout à l'heure, où 85% des consommateurs vont regarder les avis sur les marques et ce qui s'est dit autour du service client avant de faire un achat, plus que jamais, la relation humaine, l'émotion qui sera créée dans une interaction client est importante. Donc notre humain, aujourd'hui, on le veut augmenter
par une machine qui est à côté de lui, qui est derrière lui. Toutes les tâches à faible valeur ajoutée qui peuvent être automatisées, c'est tant mieux. Et de toute façon, c'est barbant pour les conseillers. Et on se concentre plus sur des actions à plus haute valeur ajoutée. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu as lancé un peu le sujet de comment on fait plus de ventes. Finalement, la relation client d'aujourd'hui, c'est une relation client aussi, où de plus en plus nos clients nous demandent de faire de la vente additionnelle. C'est-à-dire qu'on résout un cas client, puis si on voit qu'il y a un besoin, on résout une problématique, derrière, il y a aussi une possibilité de faire du business. Et après, l'autre élément, c'est qu'avec la digitalisation, on se dit, là encore, il faut changer de métier avec la digitalisation, il n'y a plus de conseillers, il n'y a plus rien. Et en fait, c'est le contraire qu'on voit, parce qu'en fait, toutes les grandes marques, les grands e-commerçants et le premier, effectivement, tous, vous avez commandé en ligne sur l'appli, vous n'avez pas parlé au service client, le colis est arrivé, c'était parfait, etc. Sauf que il y a des millions d'interactions comme celle-ci, et même s'il y a un pourcentage extrêmement faible qui donne lieu à une interaction humaine, ce pourcentage extrêmement faible est hyper important pour les marques, parce que c'est celui-là qu'il ne faut pas manquer. Et pour nous, en tant que prestataires, en fait, ce sont, pour ces grandes marques-là, même si c'est 0,1% des interactions, ce sont des milliers de conseillers derrière, parce qu'il y a des volumes qui sont colossaux. L'impression que j'en ai quand même à travers tout ce qu'on vient d'entendre, c'est que oser, ça paye. Tenter des choses, ce qu'on voit à travers Laurent, Webhelp, Commerce, sont des personnes qui osent, qui tentent des choses. Il y a aussi le back to basic, c'est-à-dire pas 50 indicateurs, des indicateurs simples, compréhensibles. Ça me faisait penser un peu à Carrefour quand il y a un nouveau directeur général qui est arrivé, je crois qu'il est revenu dans les magasins, il a dit qu'il faut donner des paniers aux gens quand ils rentrent, il faut sourire, on remet en place le SBAM qui était le sourire, bonjour, merci. Au revoir aussi, tu as raison, pardon, excuse-moi. Donc il y a plein de choses. Rien n'est impossible. Quand on entend ce que dit Laurent, on est capable de soulever des montagnes pour régler certaines choses parce que, on l'a dit, conquérir un client, ça coûte cher, le conserver, ça coûte moins cher et beaucoup se sont fait une spécialité à aller chercher des nouveaux clients, mais ont une base abonnés, clients qui s'érodent au fil du temps et pas mal de boîtes sont mortes aussi de ça. Donc je pense que la relation client, c'est aussi la longévité de l'entreprise et sa pérennité.